Bien, alors moi, je vais commencer juste par un petit mot d'introduction. Donc, pour vous rappeler l'esprit de ce qu'on fait avec l'Observatoire géostratégique de Genève. D'abord, on est une organisation non politique et non idéologique, donc on essaye de donner la parole un peu à tout le monde et à tous les points de vue. Là, en l'occurrence, ce soir, il s'agit d'avoir un peu un regard un peu différent sur ce qui se passe au Niger à travers l'expérience de terrain qu'a pu avoir notre ami Robert Dulas, qui a été longtemps dans la région, qui connaît bien les Touaregs. Alors, c'est pas l'intervention d'un expert académique, c'est l'intervention de quelqu'un qui a une expérience de terrain, qui va nous dire, à travers ce que lui, il a pu vivre sur place, comment il voit la situation. Donc, c'est pas une intervention d'opinion, hein. On n'essaye pas de convaincre qui que ce soit de quelque chose. C'est simplement pour essayer d'enrichir notre connaissance d'un certain nombre de dossiers au-delà de ce qu'on peut entendre à la télévision ou dans d'autres médias. Donc, c'est vraiment cette approche pragmatique qu'on essaye d'avoir avec l'Observatoire. Et ce soir, c'en est un exemple. On aura d'autres interventions sur la question du Niger et puis du Sahel, et notamment de ce qui se passe en Afrique dans les prochaines semaines, et toujours dans un esprit de diversité. C'est-à-dire qu'on aura des gens qui n'auront pas forcément la même histoire, pas forcément le même pédigré, pas forcément les mêmes opinions. Mais vraiment, nous, ce qui nous intéresse au sein de l'Observatoire, c'est d'avoir accès à des gens qui ont des morceaux, des portions de connaissances sur une situation. Donc là, en l'occurrence, ce soir, c'est Robert Dulas qui donc, voilà, a vécu pas mal de temps, connaît bien les gens de la région. Donc il va nous faire un petit exposé à travers ce que lui a vécu, comment il perçoit la situation, peut-être des anecdotes et quelques informations. Et puis on aura un jeu de questions-réponses. Voilà, toujours dans l'esprit qui nous anime ici à l'Observatoire, c'est celui de l'écoute. Voilà, Robert, je crois que tu peux prendre la parole et puis commencer ton petit exposé. Avec Merci. Maghreb. Merci à tous d'être Ok. Moi, avec nous ce en soir. fait, je suis heureux de pouvoir apporter ma modeste contribution aux jeunes et aux moins jeunes et de faire partager mes connaissances d'une petite partie de mes 50 années d'expérience en Afrique et en toute objectivité et surtout avec le plaisir de transmettre. Mon intervention aujourd'hui n'est pas orientée pour vous prouver que j'ai raison, parce que comme on peut voir cela au quotidien sur les plateaux de télévision, tous les intervenants veulent systématiquement avoir raison, sont des intervenants qui sont toujours des spécialistes. Une semaine, ils sont spécialistes du Covid, la semaine suivante de l'Afghanistan et la semaine d'après du Niger. Donc, moi, je veux simplement vous parler de ce que je connais, de ce que j'ai vu et de, pas de ce que j'ai appris dans les livres. Ce que je voulais vous transcrire, c'est l'analyse d'un vécu de terrain et le constat au fil des années et au cœur même de la population, de mes années de collaboration, que ce soit avec les militaires, avec la population ou même au sein des appareils d'État, puisque j'ai eu la chance d'être au sein de certains appareils d'État dans la région. Et pour mieux comprendre le Niger et son dernier coup d'État, voilà, je vais essayer d'avoir une approche tout à fait objective. Donc, comme au Mali, au Niger, la population touareg est concentrée sur le nord du pays et, et donc les Touaregs étaient difficilement intégrés dans la vie du pays depuis l'indépendance et au Niger particulièrement, il a fallu attendre la chute du président Tanja pour que les Touaregs puissent participer effectivement à la vie d'un pays qui est le leur, mais duquel ils étaient exclus. Donc, personnellement, j'ai participé à des réunions discrètes euh, de médiation pour l'acceptation des revendications des rebelles Touaregs. À l'époque, c'était le Mouvement national de la justice. Donc, les leaders étaient Rissa Agboula et Agali Alambo. Et donc, de la même façon que je l'avais fait au Mali, j'ai participé au Niger
à la rédaction d'accords souterrains entre le président de la République et les rebelles touaregs. Donc je connais bien le problème. Et donc au moment où le président Issoufou est arrivé au pouvoir, donc le premier ministre Brigi Rafidi était un Touareg. Donc les Touaregs ont commencé à être intégrés parce que, en fait, le Premier ministre ne faisait pas de la figuration. Il avait vraiment un poste important. Et puis est arrivée la présidence de Mohamed Bazoum. Et là, il y a une tension parce que les Haoussa, donc qui est l'ethnie majoritaire au Niger, et je dirais, les Haoussa sont en majorité noirs et les Touaregs sont en majorité blancs. Il y a quand même une scission dans le pays, même si elle n'est pas avouée, ce sont deux peuples différents. Et donc, en fait, sous le mandat du président Bazoum, euh, l'attribution des postes clés a été vraiment très forte. Donc, et les Touaregs se sont retrouvés à beaucoup de postes clés. Alors, comment comprendre? On peut simplement se dire que pendant des décennies, les Touaregs étaient tenus à l'écart. À un moment, le président Issoufou met en place euh, une personne, en l'occurrence Bazoum, je dirais, si on, si on regarde bien, il a fait un peu ce qu'a fait Poutine avec Medvedev. C'est-à-dire que le président Issoufou a mis en place Bazoum, qui était issu d'une ethnie qui n'avait aucun poids aucun poids politique, et il l'a mis en place en le protégeant et en disant le prochain mandat, je reprendrai le maillet avec enfin, la direction en mettant à ta place mon fils. C'est ce qui est c'est ce qui était en train de se préparer. Et donc on peut comprendre aussi qu'il y a une certaine frustration de la part des Touaregs quand ils sont restés des décennies sans avoir le pouvoir, et puis tout d'un coup, ils arrivent à avoir la possibilité. On va combler tous les trous et on va dire, bon, tout ce qu'on n'a pas eu pendant des décennies, on va essayer de l'avoir aujourd'hui. Entre nous, on le vit aussi chez nous. Hein. Dire si vous prenez en Occident, si on prend ne serait-ce qu'au niveau de la France, la nomination d'un ministre, si le ministre est issu de l'ENA, vous prenez un an après l'organigramme de ce ministre et vous verrez que tous les postes clés de son ministère sont tenus par des énarques. Donc, à chaque image, je dirais, sa réponse. Donc, pour, pourquoi je vous explique ça? Simplement pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, les gens les détracteurs de Bazoum ne s'appuient uniquement que sur ce point, parce que même l'opposition de Bazoum ne dit pas qu'il a mal géré son pays, sauf à la fin, où les derniers mois, il y avait, je dirais, une emprise très forte de son mentor, celui qu'il avait mis en place, en l'occurrence le président Issoufou, et qui voulait euh, mettre son fils en place à la suite, mais le fils a été trop, je dirais, il a trop empiété sur le partenariat Bazoum et il a voulu rentrer dans le circuit trop tôt. Donc, en tant que ministre du pétrole et en disant c'est moi le futur. Ce qui, euh, Ce qui a donné quoi? Ben, ça a donné, en fait, pour Bazoum, qui avait signé un deal quelque part avec le président Issoufou, un deal dans lequel le président avait certains intérêts sur tout ce qui allait se passer par la suite. Donc, ce deal, euh, ça lui a pesé beaucoup. Il a eu beaucoup de problèmes avec le boulet qu'il traînait. Et le souci, c'est que entre les deux, euh,
il avait mis entre lui et Bazoum, entre Issoufou et Bazoum, il avait laissé une courroie de transmission, en l'occurrence le général qui a pris le pouvoir, qui était le patron de la garde présidentielle, et ce général servait à la fois de courroie de transmission pour toute la partie non écrite, on va dire, entre les deux, mais aussi de Cerbère pour Bazoum. À savoir qu'il l'observait et Bazoum n'avait pas les coudées franches. À un moment, donc, Bazoum a dit bah, moi, j'en ai un peu ras-le-bol et je vais le remplacer. Et là, le général en question, comme il avait, lui, de son côté, des tensions avec le, alors, avec le fils Issoufou, il s'est dit bah, peut-être que les ailes vont me pousser et il s'est tout d'un coup senti la possibilité de prendre lui le pouvoir. Et c'est en fait ce qui s'est passé. Alors, ce qu'il faut savoir, enfin en tout cas par expérience, moi depuis 1972, j'ai mis les pieds au Niger en 1972, donc c'est pas hier, j'ai suivi comment vivaient les gens, j'ai étudié un petit peu leur façon d'être, les différentes ethnies, leur façon d'agir, et je me suis rendu compte que l'armée était quand même loyaliste et légaliste. Et que systématiquement, l'armée allait voir le chef de l'État en lui disant attention, vous déconnez un peu, si vous êtes vous n'allez pas faire un troisième mandat, et si vous faites un troisième mandat, on vous foutra dehors. Ce qui s'est passé, par exemple, avec le président Tandja. Donc, et ensuite, l'armée faisait une transition. Évidemment, pendant la transition, quelques membres restaient en place, mais après la transition, l'armée laissait le pouvoir aux politiques et leur laissait repartir dans le bon sens. Donc là, notre président Bazoum se trouve un petit peu coincé avec son boulet et le général se dit, après tout, pourquoi pas moi? Et là, il annonce un coup d'État. Mais ce coup d'État, c'est les militaires aujourd'hui, je dirais les numéros un, ceux qui comptent dans l'armée nigérienne, ils ne sont pas du tout d'accord. C'était un coup d'État prématuré et qui n'était pas justifié. Il aurait dû être fait par un consensus. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le général, quand il a décidé de faire son coup d'État, a appelé tous les numéros 1, donc tous les chefs d'état-major des différents corps d'armée, qui ont dit non, ils se sont désistés. Et là, il a appelé les numéros 2. Et les numéros 2 sont venus, il leur a proposé immédiatement un poste de ministre ou de gouverneur, et on se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'entre eux regrettent, mais bon, c'est un petit peu tard, et que au sein de l'armée, il y a ceux qui auraient dû préparer un coup d'État éventuel, c'est-à-dire les chefs d'état-major, si le chef de l'État avait failli véritablement, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas du tout dans la mouvance de ce qui se passe aujourd'hui. Mon point de vue, hein, mon analyse, c'est que aujourd'hui, l'action qui est entreprise par la CEDEAO, donc qui dit et qui est poussée par tous les chefs d'État qui sont à l'intérieur de la CEDEAO et qui se disent demain ça peut être notre tour et on va nous laisser moisir en prison. Donc il faut un coup d'arrêt à ces coups d'État militaires permanents. Parce que l'analyse, je pense, n'a pas été poussée dans le détail au départ. Et on a pensé que c'était un coup d'État militaire programmé, alors que ce n'était pas programmé du tout. Donc, ce qui va se passer d'après moi, dans les jours qui viennent, c'est une action de force de la CEDEAO qui sera soutenue par les militaires qui, eux, n'étaient pas d'accord dans le processus qui vient de se passer. Et donc, lorsque le général va demander à son armée de se mettre en marche, il ne sera pas suivi. Parce que les chefs d'état-major ont suffisamment de poids, les anciens, enfin ceux qui étaient en place jusqu'à il y a un mois, ont suffisamment de poids pour dire non, on peut pas, on va pas aller se battre pour un individu. Ça, c'est
je dirais, c'est l'analyse aujourd'hui, en ce moment. Et je pense que je suis, je cherche pas à avoir raison, je vous donne simplement mon sentiment. Je pense que c'est, avec les retours que j'ai, c'est d'après moi ce qui est en train de se préparer. Donc, après, dire, moi je suis ouvert à toute, allons, à toutes les réflexions, à toutes les propositions. Je vous donne, moi, mon point de vue sur le coup d'État au Niger et sur ce qui s'est véritablement passé. J'ai des sources depuis, je vous dis, depuis 1972, je suis là-bas. J'ai lié des liens avec beaucoup de monde, qu'ils soient influents ou pas influents, visibles ou non visibles. Les retours que j'ai sont les retours que je viens de vous donner. C'est pas une primeur, c'est simplement un constat. Après, moi, j'ai pas à m'immiscer, donc je pense que dans un premier temps, on peut ouvrir le débat et je peux vous laisser me poser des questions auxquelles je répondrai avec beaucoup de plaisir si je sais. Et quand j'arrive à la limite de mes compétences, je le dis, je lève le bras, je dis stop, je ne Écoute, sais plus. merci pour cet éclairage et puis ce commentaire Attends, je t'entends pas. qu'on n'a pas eu l'occasion d'entendre. Avant de laisser la parole à ceux qui veulent poser des questions, alors évidemment, euh, ça a été présenté comme une opération largement soutenue par la Russie, éventuellement Wagner. Est-ce qu'on prête un rôle trop important à la Russie dans cette affaire? Tout à fait. Voilà, moi je vais vous dire ce que j'ai vécu en direct live, hein. Il y a eu une première manifestation de soutien à l'armée, donc à la junte qui avait pris le pouvoir. Donc les gens de la garde présidentielle ont eu peur des débordements voilà, et donc il y a eu cette manifestation qui a été bordée par la garde présidentielle de façon à ce qu'il n'y ait aucun débordement. Ils voulaient donner une belle image. Au niveau de l'ambassade de France, ils ont doublé le cordon de sécurité. Lorsque la manifestation est passée devant l'ambassade, il ne s'est rien passé, il y a eu quelques cris, enfin, mais rien de grave. Mais quand la manifestation s'est terminée, un peu comme chez nous en France, il y a les Black Blocs, donc là on va dire les Black Blocs, qui sont partis, qui sont retournés en arrière, qui ont dit, bon, on va mettre un petit peu la zone. Et ils ont commencé à jeter des cailloux sur l'ambassade. Ce n'était que des cailloux. Il y a eu une grenade lacrymogène, mais qui est partie du service de sécurité et qui a été renvoyé à l'intérieur de l'ambassade. Et à l'intérieur de l'ambassade, il y avait 45 personnes à ce moment-là, parce qu'il y avait une réunion de sécurité. Donc des officiers, des gens qui étaient là. Il y a une salle de sécurisation, donc qui est une salle blindée, qui n'est pas prévue pour 45 personnes, mais donc ils se sont mis à l'intérieur. Et à ce moment-là, donc moi j'avais d'un côté la jonction avec des gens qui étaient à l'intérieur de l'ambassade, et de l'autre côté la jonction avec des gens qui étaient proches de la garde présidentielle. Donc la garde présidentielle a dit vite, 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 il faut aller disperser ces gens-là. Et c'est ce qui a été fait, ça a été filmé. On voit pertinemment les gens qui sont dispersés par deux officiers, dont un général de la garde présidentielle. Et, euh, et donc, ça a été dispersé tout de suite. Il n'y a rien eu d'extraordinaire. Au milieu, il y avait un drapeau russe qui n'était même pas un drapeau entier. C'était un vieux drapeau que les gars avaient récupéré. Moi, mes sources m'ont dit que le gars qui avait ce drapeau, c'est un agitateur, un franco-malien qui a rien à voir avec le Niger et qui est là-bas, qui, quand il peut mettre la zone, il met la zone. Donc, il n'y a rien de concret, rien de préparé. Et donc la manifestation a été dispersée dans la foulée, comme à l'ambassade, l'ambassadeur a eu très très peur et il était en direct avec le président Macron. Il a dit que la France était attaquée, qu'ils allaient tous mourir. Ben, c'est pas un foudre de guerre. Donc, et Macron, dans la foulée, a dit il faut évacuer les Français. Donc, imaginez simplement une seconde, moi je prends un peu de hauteur, que lorsqu'il y a eu des événements
à Paris, à Marseille, à Lyon il y a quelques mois, que les chefs d'État des pays qui avaient des ressortissants en France et dit à tous leurs ressortissants, partez, c'est pas bien. Donc, je pense que ça a été très, très mal pris par l'ensemble des pays d'Afrique. Cette attitude a été un peu, de la part de notre président, a été un peu violente, un peu virulente. Voilà, donc ça, c'est mon analyse. Maintenant, juste pour terminer, par rapport aux Russes, ce qu'il faut savoir, c'est aucun officier général, aucun officier supérieur nigérien n'a fait ses écoles en Russie, contrairement aux officiers maliens et burkinabés. Donc, la Russie, pour les Nigériens, c'est pas une référence. Oui, alors est-ce que ça veut dire, mais bon, les médias donnent une image un peu trompeuse avec un effet de loupe sur un drapeau russe qui peut être agité dans une manifestation, parce que là, on a beaucoup d'explications qui nous expliquent qu'il y a un phénomène un peu d'épidémie, de contagion, et que tous ces coups d'État sont calés sur le même modèle. Finalement, si on t'écoute, on s'aperçoit que vraiment chaque cas est différent, hein. Tout à fait. J'étais ce matin en direct avec un très proche du nouveau président de la République gabonais. Les deux cas sont des cas tout à fait différents. Donc, on ne peut pas comparer deux cas différents. C'est exactement comme quand on parle de l'Europe. Si on parle d'une personne qui vit en Finlande et d'une personne qui vit au Portugal, ce sont deux personnalités totalement différentes, avec des habitudes différentes, des modes de vie différents. Et nous, on a tendance, un petit peu occidentaux, à dire l'Afrique, c'est un. Et en fait, dans chaque pays, il y a des coutumes, il y a des façons d'agir, des façons de réfléchir qui sont différentes. Et Alors, c'est un peu le problème de nos dirigeants, quoi, enfin de nos élites. on connaît très mal l'Afrique, ça, effectivement, on le voit tous les jours. J'avais une dernière question avant de laisser la parole aux autres participants qui souhaiteraient poser des questions. C'est un sujet qui n'a été abordé par personne aujourd'hui. Simplement, le Niger, on l'oublie, est une plaque tournante extrêmement importante pour le trafic de drogue et le trafic de drogue international, et notamment la cocaïne et différentes drogues de synthèse. C'est quelque chose qui pèse très lourd dans l'économie mondiale, et le Niger pèse très lourd là-dedans. Avant ce coup d'État, ces 2 dernières années, plusieurs articles, et notamment des notes d'Interpol, expliquaient qu'il y avait eu de grands coups de filet, démantèlement d'un certain nombre de réseaux, justement, de trafiquants internationaux au Niger. En quoi cette problématique de la drogue peut peser politiquement sur ce qui se passe au Niger? Est-ce que c'est de nature à peser politiquement? Et qu'est-ce que toi, tu as pu en voir lorsque tu étais sur place? Alors, ce qui est certain, c'est que je dirais la route du sel, ce que l'on appelait la route du sel, donc qui partait du centre de l'Afrique et qui aboutissait à Benghazi, en Libye, passait obligatoirement par le Faisan et puis et auparavant par le Niger. Et donc, quel que soit le régime en place, cette route a toujours fonctionné. Donc, ça a été la route du sel, puis la route des armes, puis la route des cigarettes, puis la route du trafic humain et la route de la drogue aussi. Donc, la route est toujours la même. Le problème, c'est que quand on est dans le désert, euh, à, à la limite, à la frontière entre le Niger et la Libye, il faut un certain nombre d'heures pour se rendre sur place, et on ne peut pas contrôler une zone aussi importante. Dire, ça doit représenter la zone dans laquelle les trafics passent au Niger, une zone qui représente à peu près la moitié de la France. Donc, on ne peut pas contrôler, même avec les satellites. Il faut déjà que le satellite, on lui ait donné une position latitude et longitude pour qu'il mette son zoom sur la partie dans laquelle il faut rechercher. Ce qui est certain, c'est que dans ces zones, le seul employeur que puissent trouver les gens qui habitent dans ces zones, c'est soit Al-Qaïda,
soit les trafiquants de drogue. Il n'y a pas d'autres employeurs. Donc, à un moment, ils sont bien obligés, quand ils arrivent à avoir 18-20 ans, s'ils veulent se marier et avoir donc la dot pour prendre une épouse, il faut qu'ils travaillent et les deux seuls employeurs sont ceux-là, soit les trafiquants de drogue, soit Al-Qaïda ou dans d'autres pays, Boko Haram. Donc, effectivement, la drogue continue et je pense qu'elle continuera malheureusement toujours. Je fais juste une parenthèse, hein. Au moment de la guerre en Libye, un vieux Touareg du nord du Mali me disait quand un convoi passe, ce sont toujours les mêmes convois avec 6 voitures. Il dit si ce sont des militaires, il leur tombe des obus dessus. Si c'est de la drogue, par hasard, il ne leur tombe rien dessus. Voilà, c'est tout Oui, ce que j'ai à dire. je te posais la question, je te Ah, posais la question parce que dans les différentes études et rapports qui ont été publiés aussi bien par l'ONU qu'Interpol et différentes organisations qui travaillent sur les réseaux de criminalité organisée, il était apparu quand même une certaine collusion justement entre certains responsables politiques, aussi bien au Mali d'ailleurs, et surtout au Mali, mais également au Niger et dans toute la région sahélienne, entre des politiques et ces réseaux criminels qui font le trafic de drogue et qui sont parfois les mêmes réseaux qui ont basculé dans le terrorisme. Est-ce que là, cette collusion peut peser politiquement sur les choix politiques? moi, je réponds oui d'emblée, hein, parce que c'est une réalité. Euh, dès qu'il y a, dès qu'un président, quel qu'il soit, arrive au pouvoir, dans son entourage, il y a une certaine sorte d'immunité de la part des gens qui sont autour de lui et ils sont systématiquement pris comme parrains pour couvrir les réseaux de trafic. Et comme la plupart du temps, ce sont des députés ou des ministres etc., qui ont de la famille dans les réseaux de trafiquants, on peut aussi comprendre, hein. C'est pas, moi, je n'excuse pas, hein. Je suis anti-drogue à fond, hein. J'ai travaillé toute ma vie contre ça. Mais il y a des moments où il faut comprendre pourquoi des politiques couvrent des réseaux mafieux. Simplement parce que dans le réseau, il y a 7, 8, 10, 15 membres de leur famille et que bah, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Après, c'est difficilement excusable, hein. Merci. Bien voilà, si parmi vous, quelqu'un veut poser une question, c'est le moment d'allumer son micro et d'intervenir. Je vois David. Alors, on commence par David. David, tu peux poser ta question. J'ai vu que tu avais levé la main. Oui? Philippe. Ah, on t'entend pas par contre, hein. Non, c'est pas David, c'est Philippe, mais c'est pas très grave. Ah bah, ça apparaît David, c'est pour ça. Voilà. Ok. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Voilà. Voilà, Ah on oui, oui, t'entend. bonjour Philippe. Bonjour, bonjour. Je vais me permettre de tutoyer Robert parce qu'on se connaît, donc j'espère qu'il m'en tiendra pas, qu'il en prendra pas ombrage. Euh, Non. je voulais te poser une question, Robert, à propos, plusieurs questions à propos des manifestations anti-françaises. Oui. La grande thèse des journaux ici en France, c'est qu'elles sont quasiment totalement commanditées. Je voudrais ton avis, quelle est la part de manipulation, quelle est la part de spontanéité dans cette affaire, parce que souvent la vérité est entre les deux. Et s'il y a manipulation ou si quelqu'un commandite, qui cela peut-il être? Et est-ce que finalement, ces gens-là ne profitent pas de l'incohérence de la position de l'État français? Parce que comme toi, j'ai trouvé la réaction de l'État français complètement débile, pour employer un mot très clair, hein. Voilà, donc Mhm. c'était ma question. Ok, ben merci Philippe. Alors, moi, je vais répondre simplement parce qu'il y a environ un an, j'ai fait on m'a demandé, un organisme m'a demandé mon analyse à moi sur le sentiment anti-français. Donc, je vous disais tout à l'heure, j'ai mis le pied en Afrique en 1972, donc j'ai réussi à me faire des amis et sur le long terme. Et donc, j'ai des amis de toutes les générations, de tous les pays d'Afrique, et y compris dans les diasporas. J'ai des amis un petit peu partout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait
un, un questionnaire à ma façon. Donc, je les ai appelés les uns après les autres et j'aurais posé des questions. Et évidemment, mon questionnaire n'était pas en entonnoir, donc j'ai pas, je prédis la question la réponse à ma question, elle n'était pas prévue. Et ce qui est ressorti, c'est simple, c'est il n'y a aucun, je parle d'il y a 8 mois, hein, il n'y a aucun sentiment anti-français, il y a un sentiment anti-élite française. Ils en ont donc, vous discutez avec n'importe quelle personne, avec n'importe quel Africain, il dit nous on aime les Français, on aime la culture française, on aime le français tel qu'il est, mais par contre, vos élites sont puantes. Voilà. Quand elles arrivent, ils sont suffisants, ils nous parlent comme si on était des enfants, on est infantilisé systématiquement, et donc on en a ras-le-bol. Donc, ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est un sentiment anti-élite française, et c'est exactement ce qui est en train de se passer au Niger. L'ambassadeur est mais alors a été, moi j'ai eu quelques vidéos qu'on m'a fait passer d'une suffisance, d'une incorrection. Et donc les accords de Vienne disent que il y a une lettre de crédit. Un ambassadeur est accrédité, donc il a été accrédité auprès du pays. Et le pays aujourd'hui dit on ne veut plus de ce monsieur. Ils n'ont pas dit on veut plus d'ambassadeur de France. Ils ont dit on ne veut plus cet ambassadeur parce qu'il n'est pas correct. Voilà, il prend les choses de haut et il nous prend pour voilà. Donc c'est exactement ce qui s'est dit. Hein. Donc après vous dire qui manipule, eh ben quand le précaré français est en train de s'autodétruire, je veux dire, il faudrait être idiot pour le laisser partir. Et nos amis américains essaient de récupérer tout ce qu'ils peuvent, nos amis allemands font pareil, les Italiens sont à fond derrière, on est en train, les Turcs sont là, on est en train de tout perdre, mais c'est nous qui le perdons. C'est eux, ils ramassent ce qu'on est en train de laisser. C'est ça qui est terrible. Enfin, je parle en tant que Français, hein. Ça fait mal parce que depuis des années, on tire la sonnette d'alarme. Depuis des années, on dit ce qui se passe sur le terrain. Mais bon, euh, ça remonte et il n'y a aucun effet, malheureusement. Voilà, je pense avoir répondu à tes questions, Philippe. Parfaitement, je te remercie, Robert. OK. Alors, une autre question. Touami, allez, tu branches ton micro, par contre. Ouais, pensez bien. Hop, Oh, c'est bon, voilà. c'est bon. Si j'ai bien compris, vous disiez que l'armée ne serait pas prête à participer à un conflit avec la CEDEAO parce qu'elle ne soutiendrait pas un homme. Ma question est simple. Vu qu'on a conditionné la rue à l'éventualité de soutenir le régime en place, quelle serait la position de l'armée vis-à-vis de la rue? Alors, ce que je peux vous dire, c'est par, je dirais, c'est de l'expérience, hein, c'est du vécu. Ce que je peux vous dire, c'est que la manipulation de la rue, elle est facile. Quand on a des gens qui sont désœuvrés, qui n'ont pas d'argent et qui n'ont, je veux dire, qui attendent de n'importe quelle manifestation pour bouger, c'est un spectacle quelque part, puisque il y a quelque chose qui se passe. Il suffit là-dessus de distribuer quelques t-shirts à 1 ou 2 euros, d'en distribuer 1 millier, et vous avez immédiatement une foule énorme qui suit. Quand vous posez les questions dans la foule, au hasard, parfois les gens ne savent même pas pourquoi ils sont là, quoi. C'est pas des manifestants qui ont un motif. Ils sont venus parce qu'il y a une manifestation, et demain, bah, s'il y a un coup de pistolet tiré en l'air, ils vont partir en courant. Il n'y a pas de conviction profonde pour soutenir l'armée. Et très souvent, on dit, je l'ai vécu plusieurs fois, le roi est mort, vive le roi. Donc les gens descendent dans la rue, ils font la fête, alors que la veille, ils adulaient la personne qui était là, quoi. Donc moi, je pense que la rue, aujourd'hui, c'est une très belle manipulation de la part du général en place et des gens qui sont autour de lui. Ça fait et comme les médias aiment bien donc grossir ce qui se passe, nous n'avons nous ici que des images de quelque chose qui est en réalité est du superflu. Hein. Voilà, c'est mon point de vue parce que je l'ai vécu dans plusieurs pays et dès que les choses rentrent dans l'ordre, les gens rentrent dans l'ordre aussi, quoi.
Est-ce que l'ambassadeur français va partir ou rester? Alors, moi, je dirais, c'est le jeu, le jeu du moi. Où chacun avance son pion, c'est ça. En fait, notre président est en train d'affirmer sa personnalité. Comme il ne peut pas l'affirmer en France, il va l'affirmer à l'étranger. Et donc, enfin, c'est mon point de vue. Après, il n'engage que moi, mais en tout cas, c'est un peu ce qui se passe. Et là, il est en train de faire le bras de fer. Et comme il a des alliés qui en fait sont à la fois les victimes, mais aussi les défenseurs, puisque ce sont les chefs d'État qui eux-mêmes sont sur des postes, pour certains, des sièges éjectables. Il a des alliés extraordinaires qui vont. La CEDEAO va bien sûr envoyer l'armée. Donc c'est caché à personne. Aujourd'hui, les militaires nigérians sont à la frontière, les Sénégalais sont prêts, les Ivoiriens sont prêts à décoller. Donc tout est OK, tout est prêt. Alors, est-ce que l'ambassadeur va rester enfermé dans sa résidence? Moi, je dirais oui, parce que c'est pas si le général aujourd'hui donne l'ordre à ses troupes d'aller déloger l'ambassadeur, je suis persuadé qu'elles n'iront pas. Hein. Ça, c'est pour moi une évidence. Sinon, Et, je ne et- pense pas que le président Macron, avec les services de renseignement qu'il a, donc qui lui donnerait certainement les mêmes renseignements que ce que je vous donne, va prendre le risque de laisser son ambassadeur se faire couper en morceaux par la rue. C'est pas possible. Ah, on n'entend plus non, notre avis. faire couper en morceaux par la rue, non. Légal du point de vue de la loi, enfin des conventions internationales. Parce qu'on entend la chose est l'inverse, c'est la compréhension de Macron de la Convention des Nations Unies et de Genève et la compréhension des autorités nigériennes de l'affaire. Pour les uns, il faut qu'ils partent, pour l'autre, il ne reconnaît pas le gouvernement en place. Ouais. Donc, bah, je veux dire, le gouvernement en place au Niger aujourd'hui n'est pas légal si on applique ce que nous pensons la légalité, parce que dire les Occidentaux veulent à tout prix imposer leur mode euh, de fonctionnement aux Africains. Donc, est-ce que eux acceptent? Ils ont accepté, vraisemblablement, puisque depuis l'indépendance, le Niger a accepté ce mode de scrutin et ce mode de fonctionnement. Aujourd'hui, la Convention de Vienne, elle est claire, hein, elle dit que les lettres de créance sont données par l'ambassadeur et que donc il est mandaté et c'est le pays qui l'accepte. Une fois que le pays l'a accepté, si le pays pense que l'ambassadeur ne fait pas, en tant qu'homme, ne fait pas l'affaire, il demande son changement. Ça, moi, je l'ai vu passer dans plusieurs pays. C'est pas uniquement au Niger. Mais le fait du prince, c'est de dire oui, mais vous n'êtes pas dans vous êtes pas dans le réel, vous êtes dans le virtuel, donc on vous entend pas. Donc c'est difficile, hein, on peut pas. Je vois pas qui pourrait donner une réponse à cette question. Tout le monde se la pose. On ne saura jamais qui a raison et qui a tort, puisque y a pas rien n'est écrit à ce sujet, quoi. Dans la Convention de Vienne, on n'a pas dit si le gars est issu d'un coup d'État, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon. C'est Non, mais on parle d'État, on ne parle pas de président ou de qui gouverne. tout à fait. Là, on se rejoint tous les deux. Ok, je vous remercie beaucoup. De rien, avec grand plaisir. Qui a une autre question à poser? Ouvre son micro et intervient. Alors, Oui, Alain, oui, alors c'est Imen. moi. Oui, j'ai une Imen, vas-y. question. Merci Bob pour l'exposé, donc assez pragmatique et on a on va dire un bon retour. Alors moi j'avais une question concernant en fait Orano, donc ex-Areva. Actuellement ils sont en train donc d'exploiter une mine en fait d'uranium donc dans le nord du Niger près d'Arlit.
Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, ce coup d'État va avoir des conséquences, en fait, sur les activités de cette société qui est en fait française? Il a disparu. Ah, Bon, les retours que j'ai ouais, ne, alors ne donnent rien à ce sujet. En d'accord. fait, faut être réaliste. Au Niger, il n'y a pas 36 sources de revenus. La dernière source de revenus connue, heureusement pour eux, c'est le pétrole, mais jusque-là, la seule source de revenus, c'était l'uranium. Mm. Donc, on peut pas leur demander de se couper le bras, même s'ils en ont envie, ils vont pas se couper le bras, quoi. Après, qu'ils donnent la priorité à d'autres pays pour exploiter l'uranium, ça c'est possible, mais les contrats seront respectés. S'il y a un contrat avec Orano, ils le respecteront, ils vont pas. Ce serait malvenu et personne ne suivrait. Donc, le Premier ministre qui vient de nommer a eu une discussion avec un de mes amis et je peux vous dire que même le Premier ministre nommé par la junte n'a aucune envie d'expulser Orano. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Imen. Oui, merci. OK. Alors, Philippe, vous voulez reposer une question? Oui, un peu en corrélation avec la précédente. J'ai entendu cette semaine des choses assez aberrantes, euh, y compris sur une radio publique d'État française, qui disait que finalement l'intérêt de la France au Niger, c'était des relents de France-Afrique, ce qui m'a paru complètement incohérent, cette période, pour moi, me paraissant complètement dépassée. Et donc, ça m'a amené à regarder les liens économiques du Niger avec la France et de constater que ces quelques centaines de millions d'échanges économiques, c'est assez dérisoire, hein. Donc, Mhm. je trouve qu'on a tort en France d'en faire des caisses sur ce sujet-là. C'est pas quelque chose de fondamental pour la France. Au-delà du radium, c'est pas quelque chose de fondamental. Par contre, moi, pour ma part, je suis très inquiet sur l'aspect sécuritaire. Parce que Voilà. nous sommes un pays qui est très menacé par le terrorisme. Et le niveau de menace est encore plus élevé depuis quelques semaines qu'il l'était il y a quelques mois. On a dû replier quasiment tout le dispositif Barkhane du Mali notamment, et il nous reste que 1500 malheureux militaires, si mes chiffres sont bons, qui sont précisément au Juste. Niger. J'ai peur, une bêtise en précédant une autre, que le gouvernement français soit tenté progressivement de diminuer notre présence militaire, et sachant que c'est un verrou essentiel pour la prévention du terrorisme en Europe. Est-ce que ce risque existe-t-il d'abord en termes de décision politique? Est-ce que cela ne ferait-il pas courir un risque majeur à l'Europe et à notre pays? Alors, justement, tout à l'heure, on parlait du fait du prince. Donc, ça peut effectivement, comme au Mali ou au Burkina, être une décision de notre président de dire on va se retirer du Niger. Euh, ce qui, euh, ce qui a été accepté par l'Europe et les États-Unis ne sera pas accepté pour le Burkina et le Mali, ne sera pas accepté pour le Niger. Effectivement, comme tu le dis, Philippe, c'est un véritable verrou. Et je parlais tout à l'heure de la route du sel, elle passe par le Niger. Au nord du Niger, il y a un organisme qui existe depuis maintenant 10 ans qui s'appelle la Haute Autorité à la consolidation de la paix. Le but de cet organisme est de sédentariser les gens qui passent. Donc, ils obtiennent des budgets, ils créent des petites sociétés, ils donnent des maisons, ils créent des jardins. En tout cas, ils essaient de sédentariser les gens, mais aussi le deuxième rôle, évidemment, c'est un rôle de policier quelque part. Et quand passent des gens qui sont pas clean, ils sont signalés et une autre unité va les récupérer et les empêche d'aller de l'avant. Bon, maintenant, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une zone très grande et il y en a quelques-uns qui passent à travers. Ils passent aussi par d'autres voies, donc plus à l'est. Mais là, en tout cas, c'est le plus gros passage. À l'origine, ce passage se terminait, traversait le Niger et se terminait à Benghazi.
donc en Libye, mais tant que Kadhafi était en place, il empêchait ce passage. Et donc ça se diluait un peu sur l'Algérie, un peu sur le Maroc, enfin un peu sur l'Égypte, mais c'était dilué. Là, aujourd'hui, effectivement, il y a un risque majeur et je suis persuadé que on va pas laisser passer ça et que la pression sera forte sur notre président pour qu'il refuse d'enlever la force française du Niger, parce que c'est le seul verrou. On a Boko Haram d'un côté, on a Al-Qaïda de l'autre, on a l'État islamique, ils sont tous dans le coin, et à la zone des 3 frontières actuellement, c'est affreux tout ce qui se passe. Ce qui se passe au Burkina Faso, on n'a que des échos, mais en tout cas, moi j'ai des échos qui sont terribles. 50 morts tout à l'heure, quoi. C'est affreux ce qui est en train de se passer dans ces pays, parce que justement Barkhane est parti, parce que il y a plus personne, et les militaires sont livrés à eux-mêmes, et ils sont loin la capitale est loin des endroits où se passe tout ça. Donc si on enlève le verrou du Niger, l'Europe va être mise en défaut, et on va recevoir tous les mauvais bonhommes du monde. On va tout recevoir sur la figure. Et dans la suite Ouais. de cette question, est-ce que tu penses qu'un jour on peut rêver et on peut espérer peut-être que nos partenaires européens nous laisseront peut-être un jour moins seuls pour assurer cette mission de chien de garde qu'on critique beaucoup par ailleurs, mais que nous sommes seuls à assumer? Et ça me fait penser parfois aux parents qui pensent faire plaisir à leurs enfants en leur donnant des cadeaux. C'est un peu ce que je ressens quand je discute avec les diplomates allemands, hollandais, etc. Ils donnent de l'argent, ils sont persuadés ils ont fait le travail, quoi. Après, les militaires sur place, ce sont soit des techniciens, mais ce ne sont pas des hommes de terrain. Et effectivement, l'Europe est inexistante, hein. On est les seuls sur le front avec les Américains. Et les Américains, au Niger, il y a 1000 soldats américains, mais la plupart sont des techniciens qui sont occupés dans les stations d'écoute. Les plus grosses stations d'écoute d'Afrique se trouvent là-bas, quoi. Donc, les gens de terrain, c'est l'armée française. Donc pas d'espoir de ce côté-là. Non, sincèrement. Nous resterons seuls, mais c'est la réponse dont je me doutais. Ok. Je te remercie, Robert. De Merci rien, beaucoup. avec plaisir. Qui d'autre veut poser une question? Moi, j'ai une autre question, Alain. Donc, Robert, concernant en fait les Touaregs. Donc, il y a eu plusieurs rébellions dans le passé, dans les années 90, 1916 et aussi donc la dernière en 2007. Est-ce qu'il n'y aurait pas une tentation aujourd'hui donc des Touaregs, notamment dans le Nord, de vouloir justement donc reprovoquer une rébellion pour ensuite demander l'indépendance en fait, enfin une portion on va dire du territoire pour avoir leur propre autonomie, sachant que toutes les richesses en fait du Niger sont situées au nord. Alors, on se retrouve avec je dirais, quelques années en arrière, où dans le nord du Mali, il y avait le MNLA, Oui. donc le Mouvement national de libération de l'Azawad, et dans le nord du Niger, il y avait le MNJ, le Mouvement national pour la justice. Donc, en fait, je vais faire peut-être un petit peu d'histoire, mais le général de Gaulle avait promis aux Touaregs l'indépendance. Et donc, il a, comme aux autres pays, hein, il avait promis aux Touaregs l'indépendance. Mais quand on voit sur quel territoire étaient répandus les Touaregs, c'est-à-dire le nord de l'Algérie, le nord du Mali, le sud de l'Algérie, le nord du Niger, pardon, je vais y arriver, le nord de la Libye, le sud du Niger, il y avait beaucoup de pays sur lesquels les Touaregs étaient répartis, et donc l'indépendance n'a pas été donnée aux Touaregs. Par contre, mes parents ou mes grands-parents qui étaient à Paris, sur une carte d'état-major, ont dessiné des frontières. Ils ont tiré des traits et ils ont de ce fait partagé les Touaregs en différents pays. Et si vous permettez, j'ai une anecdote parce qu'elle est vécue et je crois qu'elle est tellement parlante. J'étais
un jour dans le nord du Mali avec Ibrahim Agbanga, qui était le leader des rebelles Touaregs du Mali. Et il m'amène, on fait quelques centaines de kilomètres dans le désert, et à un moment, on s'arrête auprès d'une tente. Il y avait un vieux Touareg. Et donc, ce vieux Touareg, il me présente, il nous offre le thé, et il me sort de ce qui leur sert de portefeuille, qui est autour de leur cou, un collier en cuir. Il me sort une carte, et c'était en fait une icône. Donc, il me dit, ça, c'est Saint-Augustin. C'est le saint des Touaregs, et il me dit, tu le retrouves à Paris. Effectivement, à l'église Saint-Augustin, à Paris, on retrouve le saint des Touaregs. Et puis, il me sort une deuxième carte qui était toute rongée, usagée, une carte française. Il me dit, moi, j'étais méhariste dans l'armée française. Et il me dit, mon commandant s'appelait, je m'excuse, j'ai plus le nom en tête, c'était De quelque chose. Il dit, un jour, mon commandant m'a dit, à partir de maintenant, je t'abandonne, mais tu appartiens au Mali. Et il m'a dit, mon commandant est parti. Et puis, un mois après, je vois arriver une colonne de militaires, plusieurs voitures, et il me dit, ils étaient tous noirs, sans exception. Et il dit, il y en a un qui est descendu, ça avait l'air d'être le chef, et je lui ai demandé, c'est toi, Mali? Voilà. Vous voyez, en quelques mots, vous pouvez comprendre ce qui s'est passé à un moment. Donc, on leur a même caché qu'on allait séparer le pays en quatre et que leurs tribus allaient se retrouver chacune d'un côté. Donc, aujourd'hui, effectivement, le moment serait choisi et je pense que Rissa Agboula, qui était l'ancien patron du Mouvement national pour la justice et qui, jusqu'à il y a un mois et demi, était le numéro 3 du régime de Bazoum, il est fort possible que Rissa, qui est un combattant dans l'âme, puisse reprendre les armes et demander aux Touaregs peut-être de prévoir une sécession et une scission du pays en deux pour garder la partie dans laquelle se trouvent les richesses. C'est fort possible, hein. En tout cas, reprendre le pouvoir, c'est certainement dans le souhait de Rissa Agboula, il ne l'a pas caché d'ailleurs, hein. Si c'est un véritable combattant, ces hommes sont des combattants, c'est sûr qu'il a peut-être un petit peu vieilli, mais les jeunes Touaregs sont de vrais combattants, ils sont nés pour combattre. Voilà, je pense avoir répondu à la question. Alors, Merci. on s'approche de l'heure et on essaie de tenir le délai d'une heure. Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y en a pas d'autres, moi j'en ai une qui est un peu plus générale, qui dépasse la question du Niger, mais on nous parle beaucoup de la montée en puissance de la Russie et de la Chine en Afrique. Alors, je n'ai pas ta culture et ton expérience en Afrique, évidemment, Robert, mais je m'interroge sur la durabilité de cette lune de miel entre les Chinois et les Africains et les Russes et les Africains. Et je voulais avoir ton point de vue parce que tu connais bien l'Afrique et les Africains. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas euh, quelque chose qui fait que dans la durabilité, cette relation n'est pas appelée à rester stable? Ouais, je dirais la réponse est comprise dans la question. C'était effectivement, c'est ça. Bon, je vois sur le terrain, euh, le français, il est toujours passé avec les gens, quel que soit le pays. Les Chinois, ben, ils ont une autre façon d'aborder les choses, déjà entre eux, et donc la façon dont ils se traitent ou se maltraitent entre eux, ils l'appliquent aussi en Afrique. Donc c'est vraiment, parfois c'est gênant de voir comment un patron chinois peut traiter ses employés. En tout cas, ici, les gens sont très au plafond, hein. Les Russes, c'est différent. Pour l'instant, moi, les seules relations que j'ai vues entre les Russes en Afrique et les Africains, sont des relations dans les sociétés de sécurité comme Wagner. Donc là, c'est pas du tout le même rapport. C'est un rapport, les gens sont aux ordres, ils exécutent. On peut comprendre qu'ils se fassent un peu maltraiter de temps en temps. Mais je sais que sur la durée,
quel que soit le pays, les gens dans les pays qui ont été des pays francophones à un moment demandent des Français pour être les intermédiaires parce qu'ils leur sont demandés par la base. La base africaine demande à avoir un Français en intermédiaire. Même les Turcs, hein, qui s'implantent dans certaines zones, ont besoin de Français pour faire les intermédiaires. Donc, comme tu le laissais entendre, Alain, je pense que c'est éphémère. Actuellement, les Africains avaient besoin de purger ce que je disais au départ, c'est-à-dire ce ras-le-bol de la suffisance de nos élites, et y compris même certains de nos militaires, hein, puisque les militaires ont pris le relais des diplomates, et dans certains coins, les militaires ont été, pareil, suffisants, parce que à partir d'un certain niveau, les gens sont persuadés qu'ils détiennent la science, qu'ils ont la science infuse, quoi. Voilà, donc je pense avoir répondu à ta question, Alain. En tout cas, merci. Au moins, on n'aura pas eu de langue de bois. J'aime bien la modestie de l'approche. On était vraiment dans l'esprit de l'Observatoire. C'est un témoignage. On ne prétend pas tout savoir et tout connaître, mais c'était un éclairage et qui laisse à chacun maintenant le soin de continuer son travail de recherche et de réflexion autour de ce sujet. On aura d'autres conférences hein, sur le Niger et le Sahel parce que c'est un sujet qui retient toute notre attention avec d'autres interlocuteurs qui diront sans doute des choses différentes. Mais en tout cas, je souhaitais te remercier. On a tenu sur 1 heure. On ne va pas aller plus loin parce que c'est déjà tard. En tout cas, je remercie tous les participants. Je leur dis que l'Observatoire va continuer à faire énormément de petits événements en réunion Zoom parce que c'est assez pratique. Mais on a aussi des conférences en présentiel qu'on organise à Genève, à Paris et ailleurs aussi. Vous pouvez nous joindre par notre site internet, par les messageries. En tout cas, je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Robert. Et à très vite, vous trouverez un compte-rendu de cette conférence dans notre prochaine newsletter qui paraîtra vers le mi-septembre. Et vous pourrez lire les meilleurs moments. Voilà. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.